nos convictions sont-elles fondées sur l'expérience? Nos convictions morales Nos convictions morales. sont-elles fondées sur l'expérience? C'est un merveilleux sujet, comme tous les sujets qui tombent au bac, qui sont des questions fondamentales. Quand j'ai entendu ce sujet, mon premier réflexe a été de partir de Camus Ouais. et de l'idée camusienne que tout ce qu'il sait de la morale, il l'a appris sur un terrain de foot ou sur les planches du théâtre. Ce qui est quand même étonnant quand on imagine cet homme dont on célèbre justement la morale. Il est quand même étonnant de se souvenir que cet homme qu'on brandit comme une référence confesse lui-même qu'il doit sa morale à l'expérience la plus empirique, la plus concrète qui soit. De fait, la morale se donne à nous sous la forme de principes, prétendument immuables, mais dont l'abstraction culmine dans l'inefficacité, Ouais. alors que l'expérience est le tissu du réel, qui donne évidemment à ce que nous croyons une force supplémentaire, mais qui en même temps expose à varier notre morale au gré des rencontres et des expériences que nous faisons. Donc il faut trouver la problématique qui combine ces deux éléments. Je propose la chose suivante: comment trouver dans l'aléatoire et l'empirique, c'est-à-dire dans l'expérience, la matière immuable d'un principe. L'idée étant d'opposer ce qu'il y a d'aléatoire à ce qu'il y a d'aléatoire dans l'expérience, à ce qu'il y a d'immuable dans l'érection d'un principe. Alors, à partir de là, on peut composer nos parties, je crois, sans difficulté. Ben, allons-y. Dans un premier temps, donner sa chance à la thèse selon laquelle la morale récuse l'expérience et la prend à contre-pied. C'est la différence entre un jugement et un lynchage, entre un réflexe ou entre une réflexion et un réflexe. On peut prendre n'importe quel exemple, hein. La présomption d'innocence, par exemple. Voilà un principe. Et pourtant, c'est un principe qui est malmené par l'expérience. L'idée que tout homme a le droit d'être tenu pour innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable s'estompe évidemment devant l'expérience que nous faisons d'une culpabilité qui n'est pas douteuse et dont on décrète que celui qui en est coupable doit en subir les conséquences. Donc, il faut vraiment s'opposer, il faut vraiment mettre face à face ici le cas de figure de celui qui justifie la violence dont il fait preuve au nom de l'expérience qui est la sienne, et celui qui s'abstient de toute violence parce que la morale en lui vient rectifier cette tendance. Bref, la morale, c'est le garde-fou de l'expérience. Et est-ce qu'un tel garde-fou n'est pas essentiellement impuissant? Essentiellement impuissant, c'est tout le problème. Ce qui permet de passer à une deuxième partie sans contredire la première. C'est pas parce que la morale est impuissante qu'elle cesse d'être le garde-fou de l'expérience. C'est ça que je veux dire ici. C'est important de le comprendre. Impuissant, oui, bien sûr, parce que ce sont des principes dont l'abstraction ne laisse à ceux qui les brandissent que la ressource de la déploration face au monde comme il ne va pas. C'est l'impuissance morale. À quoi sert-il de brandir le bien face à une foule en furie? Essayez de parler de respect de l'autre à des hooligans anglais ou russes. Ça marchera pas. On ne peut pas rappeler l'amour à une foule en furie. Ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle l'impuissance morale. S'il fallait donner un exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le fameux « tu ne tueras point ». Je veux dire, quel principe a moins empêché les humains de passer à l'acte que celui-là? L'inutilité du décalogue impose de penser comme Chamfort, comme le moraliste Chamfort, que se donner des principes, c'est se donner des principes plus forts que son caractère. Et qu'en cela, la morale est insuffisante. Mais alors comment se forger une morale? C'est bien que vous parliez de forger une morale, parce que c'est comme le forgeron, bien sûr. De la même manière que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en pratiquant la morale qu'on la forge, et non en se référant à des principes dont l'abstraction au départ a l'avantage de les rendre immuables et l'inconvénient de les rendre irréels. La morale se forge à la lumière de l'expérience. On n'a pas besoin du décalogue pour éprouver une douleur qui nous est épargnée. Et l'exemple qui me vient ici à l'esprit, encore une fois, on a commencé avec lui, finissons avec lui, c'est Camus. C'est Camus qui, dans La Chute, décrit la trajectoire d'un homme qui, jusqu'ici, avait des tas de principes. Parce qu'il avait bonne conscience, en réalité. Alors, bien sûr, il défend la veuve et l'orphelin, mais en réalité, il le fait parce qu'il a bonne conscience, Jean-Baptiste Clamence. Et un jour, il assiste à un suicide. Et ce suicide lui ouvre le cœur, littéralement, c'est-à-dire lui fait mal au monde entier. Voilà quelqu'un qui apprend à souffrir des douleurs qui lui sont épargnées. Et toute morale vient de cela. Toute morale vient de cette expérience-là. Aucun décalogue, aucun précepte, aucun principe ne vient remplacer l'expérience qu'on fait quand on tend la main à quelqu'un qui en a besoin. Mais alors, ma question qui me vient, c'est est-ce que l'homme, finalement, c'est une girouette qui change de morale au gré de ce qu'il vit, de ce qu'il croise? Oui et non. Alors vous avez bien sûr, l'expérience étant aléatoire, si c'est l'expérience qui dicte la morale, on va penser que la morale dépend justement des conditions de l'expérience. En réalité, l'expérience étaye la morale à laquelle elle donne le jour. Si vous sentez une douleur, vous en sentirez d'autres. En réalité, ce qui se passait avec Clamence, c'est qu'on lui a ouvert le cœur. Et la morale est là. Elle est dans cette ouverture du cœur qui est plus stable, plus consistante et en même temps plus empirique encore qu'un principe immuable, abstrait et qui en définitive n'est brandi par nous que parce qu'il ne nous concerne pas.